Alors, cette communication souhaite poser la question suivante. Comment des faits de langue parlée sont sélectionnés et transformés pour devenir des faits de style parlé? Et pour cela, elle se fonde sur un exemple qui est crucial à cet égard, celui de la prose célinienne. En effet, au sein de l'histoire des formes du style parlé en littérature, les années 30 constituent un tournant en ce que s'y confirme ce que Gilles Philippe a appelé le passage du style oral au style vocal. L'imitation du parler n'est plus confinée au discours des personnages dans une visée qui était avant tout sociolectale, elle touche à présent la narration elle-même. Et d'autre part, elle n'est plus confinée au lexique, mais elle touche également la syntaxe. Céline a joué un rôle décisif dans cette évolution du roman parlant de ces années 30 et Mort à crédit en 1936 en particulier, tout en reprenant une partie du code populaire littéraire qui s'était élaboré au cours des années 20, sont des marques pour créer un nouveau modèle syntaxique du style parlé. Alors, dans cette ambition de vivifier la littérature aux sources du parler, Céline a pris modèle sur les structures du français oral spontané, celui des conversations familières. Et dès lors, il a imité certains faits de langue qui, depuis les années 80, ont été mis au jour par la linguistique de l'oral. Mais, quoi qu'il en dise dans les années 30, Céline n'écrit pas comme on parle. Comme il le reconnaît peu à peu, de façon de plus en plus marquée après la guerre, le passage des faits de langue parlée aux faits de style parlé suppose un travail, c'est-à-dire une préférence pour certains faits, un gauchissement de certains autres, mais aussi des oublis et des refus. En un mot, il s'agit en partie d'une imitation, mais surtout d'une stylisation, au sens que Bakhtin, dans les mêmes années, donne à ce terme. Je me poserai donc la question suivante. Comment s'opère cette sélection de certains faits de langue parlée et pas d'autres dans l'élaboration du style parlé? Et pourquoi cette sélection paraît suffisamment crédible pour en faire un modèle temporaire de référence? Notre hypothèse sera de montrer que cette stylisation obéit à certains schèmes psycholinguistiques qui correspondent aux contraintes spécifiques de l'oral. Et en particulier, j'essaierai de montrer qu'elle joue aux deux extrêmes de la prévisibilité d'une phrase, notion dont je me propose en même temps de tester la validité. Et je commencerai par là, par essayer de poser cette notion de prévisibilité phrastique qui me semble fondamentale dans le travail célinien du style. D'un point de vue linguistique, la notion de prévisibilité n'est pas, à ma connaissance, exploitée systématiquement et en elle-même. Mais elle est présente plus ou moins explicitement dans les études de psycholinguistique qui touchent en particulier à la compréhension des énoncés et des textes. En effet, plusieurs études de psycholinguistique ont montré, et ce depuis longtemps, depuis la fin des années 50, qu'il y a toujours une préconstruction du sens par le récepteur en fonction de divers éléments co- et contextuels. L'idée, c'est que le sujet construit toujours une interprétation provisoire dès le début d'une phrase ou d'un texte. Il prévoit le sens à venir, grâce entre autres à des scripts narratifs ou argumentatifs partagés. Mais la prévision des sujets ne touche pas uniquement à la signification globale d'un texte. Il y a également, selon moi, un niveau purement phrastique de la prévisibilité. Et donc je fais l'hypothèse que certains débuts de phrases permettent plus que d'autres de prévoir un certain déroulement ultérieur. Certaines phrases sont prévisibles et d'autres moins, et ce, à différents niveaux. Et je distinguerai ainsi, donc c'est mon A, B, C, d'une part la prévisibilité référentielle. Celle-ci me semble reposer sur la maxime de quantité de Grice. L'idée, c'est que le récepteur d'un énoncé postule qu'il va lui être fourni assez d'informations pour qu'il puisse comprendre le propos et en particulier pour qu'il puisse lever les mises en attente référentielles. C'est le cas en particulier des cataphoriques. Par exemple, un pronom personnel cataphorique laisse attendre l'advenu rapide d'un syntagme nominal coréférentiel qui va permettre de lever l'incertitude référentielle et c'est le cas entre autres des dislocations à droite. Mais il existe aussi un niveau syntaxique de la prévisibilité. Ce niveau-là repose sur la présomption de correction et de complétude syntaxique. L'idée, c'est que le récepteur prévoit la clôture des rapports de dépendance syntaxique qui sont en attente, que ceux-ci soient montants, et dans ce cas, on a une attente du point d'incidence, ou descendants, et dans ce cas, on a une attente du régime. Alors, ceci touche un large éventail de faits syntaxiques, dont je ne donnerai que quelques exemples. Je vais être un petit peu allusive par rapport à ceci. Mais bon. Donc, par exemple, dans l'attente du point d'incidence, on peut postuler qu'un adjectif ou un participe passé qui est placé en tête de phrase, puis suivi de divers compléments accessoires, laisse attendre un point d'incidence nominal ou pronominal. Et un exemple pour l'attente du régime, on peut supposer qu'un verbe transitif placé en tête de phrase et qui est ensuite suivi de compléments accessoires laisse attendre un complément d'objet, nous laisse prévoir.
Il existe enfin, c'est le grand C, un niveau textuel de la prévisibilité qui repose sur la structuration par des connecteurs binaires. Par exemple, dans un texte, on voit arriver soit que, on suppose qu'il va y avoir bientôt un autre soit que. Alors évidemment, il n'est pas exclu du tout que ces phrases déjouent sensiblement les prévisions référentielles ou syntaxiques que le récepteur peut former. Et cela est attesté par les diverses formes d'anacolute qui redémarrent en cours de route une autre structure que celle qu'elle laissait programmer au départ. Mais justement, le repérage des anacolutes comme phrase bizarre, atypique, suffit précisément à valider l'importance de la notion de prévisibilité dans les phénomènes de compréhension. J'en viens maintenant à mon sujet. Qu'en est-il de la langue parlée du point de vue de la prévisibilité ? On peut dire que par rapport à la langue écrite, l'oral spontané, que cherche par exemple à retranscrire Céline, présente deux différences fondamentales. Du côté de la production, l'oral ne peut pas être retouché. Il n'y a pas de manuscrit et donc pas d'étape de révision-correction. Parallèlement, à la réception d'un énoncé oral, on ne peut pas repasser la bande, remonter le fil et revenir en arrière. Or, ces deux contraintes qui sont liées jouent un rôle déterminant, mais différent, dans la prévisibilité phrastique. Le fait que la production soit immédiate réduit la possibilité de prévoir les phrases sur le long terme, et donc réduit, à mon avis, la prévisibilité. Mais du côté de la réception, cette immédiateté contrainte impose un minimum de prévisibilité pour faciliter l'écoute d'un récepteur qui ne pourra pas revenir en arrière pour vérifier les attachements syntaxiques. Alors je vais essayer maintenant de montrer que pour rendre compte dans le corps même des phrases de ce temps effectif de l'énonciation orale immédiate, Céline mime l'une ou l'autre de ces contraintes et il fait donc varier aux extrêmes le dosage de prévisibilité des phrases. Alors tout d'abord, dans mon deuxième point, je montrerai que Céline refuse la prévisibilité à long terme, parce que c'est la marque de l'académisme. Alors on a souvent dit que Mort à crédit, par exemple par rapport au voyage au bout de la nuit, signait le refus de la phrase longue et syntaxiquement complexe. Alors à mon avis, ce n'est que partiellement vrai. Ce que Mort à crédit refuse, c'est pas forcément la phrase complexe, c'est les phrases qui sont caractérisées par la prévisibilité syntaxique à long terme. Et je vais m'expliquer par un exemple, celui de la lettre que le père de Ferdinand lui écrit au centre même du roman. Cette lettre, en fait, s'érige comme un modèle parodique de ce qu'est la phrase écrite, entendue comme phrase littéraire académique, et donc comme contre-modèle de ce que Céline a visé par son style. Alors, je ne vais prendre que le premier exemple, on pourrait faire les mêmes commentaires sur 2 et 3. Par cette dernière lettre, j'ai voulu t'avertir, en père, en camarade, avant ton retour définitif, pour la dernière fois, afin de te prémunir, pendant qu'il en est temps encore, contre toute amertume, inutile, toute surprise, toute rébellion superflue, qu'à l'avenir, tu ne peux compter que sur toi-même, Ferdinand. Sur quoi repose la difficulté, je crois évidente, de lecture de cette phrase ? Alors avant tout, elle repose sur les mises en attente des compléments essentiels qui sont séparés des verbes par des compléments accessoires nombreux et remarquablement longs. Je souligne dans cet extrait, mais aussi dans les deux autres, avec un trait, les points où est en attente la clôture d'une structure syntaxique, on attend un complément d'objet, et je souligne de 2 traits les points où ce sont carrément 2 structures syntaxiques qui se trouvent emboîtées et en attente. Cette difficulté processuelle est explicable en termes psycholinguistiques. Les travaux assez récents d'Edward Gibson sur la compréhension des phrases ont montré que les récepteurs préfèrent toujours des rattachements syntaxiques locaux et un stockage minimum de structures en attente, parce que les structures en attente surchargent la mémoire de travail des récepteurs. Plus les structures en suspens sont élevées en un point donné, plus la compréhension est difficile et plus le temps de traitement est long. Et plus, donc, dans les expériences de psycholinguistique, on voit le regard remonter en arrière pour vérifier les rattachements syntaxiques. Dès lors, on peut imaginer que les mises en attente en 1, mais aussi en 2 et 3, dépassent les capacités attentionnelles du lecteur moyen. Au bout d'un temps qui est varié selon les lecteurs, je crois que la plupart partent du principe que le verbe avertir n'aura pas de complément d'objet réalisé. Ils sont dès lors surpris par la complétive qui finit par arriver tout à la fin, et ils sont contraints à revenir sur leur pas, relire le début de la phrase pour opérer son rattachement syntaxique. Et cette réanalyse désambiguisante a été étudiée par la psycholinguistique sous le terme de Garden Path Effect, très imagé. La phrase apparaît donc typiquement et parodiquement écrite parce qu'elle impose cette vérification, ce retour, cette relecture qui, du fait de la contrainte temporelle propre à la langue parlée, serait précisément impossible à l'oral.
Bien que Céline n'ait évidemment eu connaissance d'aucun travail de psycholinguistique, on peut penser que ses intuitions épilinguistiques le conduisent à considérer la phrase typiquement écrite comme celle qui surcharge la mémoire de travail du récepteur par des structures de prévisibilité à long terme. Cette phrase, en effet, obéit à la logique de l'écriture, qui laisse le temps de stocker des segments et de vérifier les rattachements. Alors, dès lors, j'aurais voulu montrer, mais je n'en aurai pas le temps, donc je serai extrêmement allusive, que certaines inventions syntaxiques de Céline, qui ont été senties comme particulièrement oralisantes, visent tout simplement à éliminer ces structures d'attente à trop long terme. L'exemple que je voulais donner, c'est celle des structures consécutives, et j'aurais voulu montrer que la structure normale, disons, académique, en tellement que discontinue que l'on trouve en 4, et remplacée la plupart du temps chez Céline par des structures en tellement que collées, ou alors en tellement tout seul que l'on trouve en 5 et 6, parce que ces structures permettent justement d'éviter les stockages de trop longs segments, et qu'elles sont préférées à chaque fois qu'on aurait des trop longs segments en attente, ce qui est le cas de 6, 7 et 9, il n'y a pas de 8 et 9 ici. Alors, si la prévisibilité longue des structures d'attente est donc bannie par Céline pour représenter le parler, la prévisibilité à court terme offre au contraire un modèle pour la facilitation de la réception de la phrase orale et elle est donc privilégiée. C'est ce à quoi je m'attacherai dans mon troisième point. Le stylème le plus remarqué de Céline, à savoir les dislocations droite et gauche des sujets, est emblématique à cet égard. Céline a fait rentrer ces dislocations dans la langue littéraire et il les a rendues typiques du style parlé. Mais on peut se demander pourquoi a-t-il sélectionné ce fait de langue au point de le faire figurer jusqu'à 10 fois par page. Alors bien entendu, la dislocation est un fait dont la fréquence est avérée, encore qu'inexpliquée, dans la langue parlée en français, comme l'ont montré depuis plusieurs études de linguistique de l'oral. Déjà dans les années 20, des linguistes comme Bally ou Vandriès en faisaient le parangon de la syntaxe expressive et de la langue parlée. Mais dans la perspective qui est la mienne aujourd'hui, leur sélection massive chez Céline a surtout un effet sur la prévisibilité des phrases. Et j'insisterai sur la dislocation à droite, et en particulier dans les cas de double marquage, qui sont très fréquents chez Céline. Et le relevé que je donne ici, c'est simplement dans les 2 premières pages du roman. Donc on voit la moyenne de cette structure est de 2,5 par page à peu près sur l'ensemble du roman, c'est quand même très élevé. Alors on le sait, cette dislocation opère une désolidarisation partielle de la syntaxe et de la référence. Le clitique cataphorique assure l'ancrage fonctionnel du constituant, elle savait, première occurrence, alors que le syntagme détaché à droite opère sa saturation référentielle, elle savait, Madame Bérange. Elle construit donc, selon nous, une haute prévisibilité référentielle à court terme. La référence du clitique est inconnue, ou alors plutôt le plus souvent non saillante au moment de son traitement. Le lecteur programme donc sa saturation à venir par un syntagme défini, et cette attente est immédiatement satisfaite. La dislocation droite autorise donc une prévisibilité réussie sans surcharge mémorielle, ce qui joue un rôle évident dans la facilitation de traitement des phrases. Cette facilitation est aussi favorisée par divers éléments, comme le traitement progressif des informations linguistiques, sans oublier aussi la fonction de structuration informationnelle qui produit un guidage textuel non négligeable. Pour nous, cette prévisibilité à court terme est mimétique des conditions effectives du discours oral. Le pronom cataphorique, en effet, sa saillance topique n'est connue que du locuteur au moment où il est prononcé. Quand on dit « elle savait », il n'y a que le locuteur qui sait de quoi il parle. La structure feint donc, dans un premier temps, de livrer une sorte de parole brute, celle dont seul le locuteur connaît les tenants et aboutissants. Mais la phrase précise ensuite sa référence à l'intention de l'interlocuteur, qui précisément attendait et prévoyait ce fléchage. On peut dire que la dislocation droite passe ainsi d'une immédiateté individuelle à une satisfaction des exigences intersubjectives. De ce fait, elle mime un surgissement immédiat de la parole, mais elle semble ensuite se tourner vers la demande d'éclaircissement muette d'un auditeur qui semble donc presque présent. Elle tient donc compte de cette présence d'un auditeur qui, n'ayant pas la possibilité de repasser la bande en arrière, réclame que les saillances référentielles soient élucidées rapidement et à court terme, et que ces prévisions référentielles soient satisfaites. Elle obéit ainsi aux contraintes de la réception du discours oral. Mais Céline, et ce sera mon dernier point, dans son imitation du parler, joue parfois de la temporalité, non pas de l'auditeur, mais du locuteur seul, par les structures imprévisibles. Donc, ce sera mon quatrième point.
Ce qui a frappé les contemporains, au moins autant que les dislocations de Céline, c'est la phrase interrompue par les fameux 3 points. Il y en a plus de 20 000 dans l'ensemble du roman, sur lequel Céline développera ensuite sa théorie du métro émotif. Or, la phrase à 3 points appartient à un autre patron du style parlé, qui se situe à l'opposé du schème de surprévisibilité que nous venons d'aborder. Alors, je vais prendre juste un exemple, l'exemple 11. Plus loin, c'est Villeneuve-Saint-Georges. La travée grise de l'Yvette après le coteau. En bas, la campagne, la plaine, le vent qui prend son élan, trébuche au fleuve, tourmente le bateau lavoir. Alors, pourquoi cette omniprésence des ajouts après point de suspension dans le style parlé célinien? Bien sûr, là encore, on pourrait essayer d'expliquer ça par une mimésis de la vraie langue parlée. Et effectivement, les ajouts à gauche après pause sont fréquents dans la langue parlée. Mais Claire Blanche Benveniste l'a montré, quand il y a ajout à gauche, il s'agit surtout d'ajouts correctifs ou de gloses, ce qui n'est presque jamais le cas chez Céline. Dès lors, l'explicitation de ces structures comme mimésis de la langue parlée est assez faible. On peut en passer par l'imaginaire de la langue qui offre des pistes plus convaincantes, et on remarquera que ce genre de structure répond à la réflexion qui a été initiée dans les années 20 par des linguistes comme, là encore, Vandriès ou Bally, qui volontiers parlaient d'éléments séparés, disloqués, désarticulés dans la syntaxe orale. Je ne les lis pas, mais ce sont les citations 13 et 14. Dans cette optique, la séparation des syntagmes est valorisée, et Céline trouve sans doute dans ses points de suspension un moyen de réaliser ce programme. Mais, dans notre perspective, la phrase à ajout lui permet surtout de travailler la phrase vers un patron d'imprévisibilité. En effet, la pause brise la continuité d'une phrase qui, après une première structure qui était complète syntaxiquement, plus loin c'est Villeneuve-Saint-Georges, ajoute successivement des syntagmes qu'on peut rattacher syntaxiquement au syntagme initial, mais qui n'étaient pas prévisibles dans cette structure initiale. Donc c'est des ajouts imprévisibles. Alors que la surprévisibilité était tournée, on l'a vu, vers la demande de l'auditeur, ce modèle phrastique-là obéit au contraire à la logique de profération immédiate du locuteur dans la langue parlée, et ce modèle est celui du présent pur de l'énonciation. D'ailleurs, emblématiquement, on peut voir que cette description présente des syntagmes nominaux après une structure présentative qui semble être proférée au moment même où la vision s'attache aux différents éléments du paysage. Or, cette immédiateté de la production orale a pour conséquence l'incomplétude de la programmation des énoncés. Et là encore, cette notion peut être éclairée par les données de la psycholinguistique expérimentale. En effet, celle-ci a montré que les tâches de planification d'un locuteur, n'importe lequel, avant la profération effective de son énoncé, étaient extrêmement complexes et variées. Un locuteur, avant de parler, il doit prévoir des tâches pragmatiques liées à l'adaptation à un auditoire. Il doit faire un retour métadiscursif, éventuellement, sur ce qu'il a déjà dit, sur la pertinence des expressions qu'il a choisies. Il doit planifier l'organisation globale de son discours, faire un plan de texte. Et il doit enfin prévoir chacune de ses structures phrastiques, l'ordre des mots, et enfin choisir chacun des mots qu'il va utiliser. La variété et la complexité de ces tâches font qu'en situation d'oral spontané, le locuteur n'a jamais le temps de tout planifier avant de commencer à proférer l'énoncé. Selon plusieurs expériences de psycholinguistique, il commence la réalisation motrice quand il dispose mentalement du premier syntagme ou du premier verbe. Et les exemples tirés de Céline semblent dès lors obéir à cette logique de la limite de la planification dans son présent. Le segment initial nous livre bien un premier syntagme complet avec un verbe qui ont déjà été prévus par le locuteur. Et ensuite, les 3 points représentent la pause nécessaire, la latence d'initialisation qu'il faut pour poursuivre la planification phrastique. L'imprévisibilité de ces structures d'ajout n'est ainsi que le reflet du temps cognitif de la production orale qui impose une planification par à-coup. Dès lors, la phrase sous-prévisible devient une arme de combat esthétique. En déjouant les attentes, en se proclamant comme sujette à renégociation, à ajout, elle renverse tout le modèle stylistique aristotélicien. Je rappelle que pour Aristote, la période était la phrase la plus parfaite, je le cite, parce que tout le monde aime à saisir la fin et qu'il est désagréable de ne pouvoir jamais rien prévoir. La sous-prévisibilité se donne ainsi les moyens de renverser toute une tradition de la phrase bouclée dont déjà Anna Jaubert avait mis la remise en cause progressive au cours du XXe siècle. J'en viens à ma conclusion.
D'un point de vue méthodologique, notre tentative d'expliquer le passage des faits de langue aux faits de style parlé suppose d'être attentif au temps interne de la lecture et de la production des phrases et à la représentation que l'on se fait de ce temps. Et cela, selon nous, justifie le recours à des modèles psycholinguistiques, bien que, évidemment, ces lignes ne doivent rien à cette discipline. Je propose finalement un point de vue phénoménologique sur le passage du fait de langue au fait de style, qui tente de tenir compte des processus incarnés d'énonciation et de réception, tels du moins qu'ils sont représentés dans un imaginaire qui se réalise dans la syntaxe des phrases. Cette méthode, je crois, permet de montrer que la sélection de la sous- et de la surprévisibilité dans la stylisation du parler obéit finalement à une logique cognitive qui se rend fidèle à certaines contraintes de production du langage. Et c'est pour ça, selon nous, qu'elle est typisante, qu'elle est ressentie comme juste et que finalement elle va pouvoir devenir un modèle. On pourrait, en paraphrasant Barthes, dire « la langue parlée, c'est ça, c'est tout à fait ça ». Et c'est pour cela qu'elle fait style et qu'elle est susceptible d'une valorisation esthétique. Je signalerai enfin que ce modèle temporaire est historicisable et qu'il sera profondément transformé au cours des années 50, d'une manière très significative chez Beckett, qui ouvrira ce faisant une autre représentation de la subjectivité énonciative, en idem plus qu'en ipsé, mais c'est un point dont je proposerai prochainement l'analyse.